S'il y a bien une chose qu'on sait plus faire depuis Internet, c'est replier une bonne vieille carte en papier. Alors déjà j'ai envie de dire que ça dépend pour qui, mais globalement ça se perd. Et pourtant chaque année, on continue à créer, à produire et à vendre des cartes de France en papier. En France, si vous tombez sur une carte papier, elle a été faite soit par Michelin, soit par l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, plus connu sous son petit sobriquet, l'IGN. Alors, autant Michelin, c'est une entreprise qui produit des cartes routières, autant l'IGN, c'est la France. Pas mal, non, c'est français. Car une carte, c'est pas juste un document à vendre aux automobilistes ou aux randonneurs. Non, une carte, c'est le document stratégique par excellence. Pour connaître son territoire, pour le développer, pour le chouchouter, mais aussi pour le protéger et le défendre. C'est pour ça que dans tous les pays, la carte est et a toujours été une affaire d'État. C'est le symbole du pouvoir par excellence et c'est entre autres pour ça que nos dirigeants adorent poser devant des cartes. Et que récemment, on a pu voir l'ambassadeur d'Argentine refuser de s'exprimer devant une carte qui présentait les Malouines comme un territoire britannique. Je viens de constater que je suis assis devant une carte qui montre les îles Malouines, las Islas Malvinas, comme faisant partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Je ne peux pas, en tant que représentant de l'État argentin, parler librement devant cette carte. Bon, là on a juste réglé le problème avec un post-it. Environ 15 000 soldats français au moment les plus critiques de la guerre. Mais dans les faits, chaque pays veut être maître de sa propre cartographie. Alors depuis combien de temps la France se cartographie-t-elle? Et à qui confie-t-elle cette mission stratégique? Et en 2026, à l'heure des smartphones et des applis de carto, y a-t-il un risque à laisser la cartographie de nos territoires à Google et aux autres GAFAM? C'est plus qu'un risque, enfin, ce serait un abandon de souveraineté. Cette semaine dans Plan Carte, je vous emmène au cœur de la cartographie française et on va voir ensemble pourquoi la guerre des cartes pourrait bien éclater et comment la France se bat contre Google Maps. L'histoire de la cartographie est intimement liée à la France. Bien sûr, tout le monde a toujours fait des cartes partout dans le monde, mais la cartographie moderne, elle est née en France il y a plus de 3 siècles. On est dans les années 1660 et Louis XIV n'est pas content. Il n'arrive pas à avoir une idée précise de la taille et de la forme de son territoire. Alors bien sûr, il possède tout un tas de cartes réalisées par son géographe personnel Nicolas Sanson, comme par exemple cette carte des postes réalisée en 1632. Mais dessus, les distances sont calculées en journées de cheval et la carte a tendance à se déformer à mesure qu'on s'éloigne de Paris. Or, Louis XIV et son pote Colbert sont formels, si on veut contrôler et administrer le territoire, il faut une carte précise. Et elle va être faite par qui? Par Picard. Jean Picard est abbé, mais il est aussi astronome et il se débrouille extrêmement bien en maths. Il va tout simplement révolutionner la cartographie moderne en inventant une technique plutôt simple, mais en même temps compliquée, mais simple quand même, qui s'appelle la triangulation. Avant Picard, pour mesurer une distance sur un territoire, on le fait soit avec une roue, soit avec de giga grandes règles. Donc le taux d'erreur est phénoménal. L'idée de Picard est simple. On va mesurer une seule ligne sur le terrain, qu'on appelle la ligne de base, mais on va la mesurer super bien. Disons qu'elle va du point A jusqu'au point B. Ensuite, on va rajouter un autre point qu'on appellera le point C, parce que j'ai pas peur de faire dans l'originalité, et nous voilà avec un beau triangle. Sur le terrain, il n'y a plus qu'à mesurer les angles. Une fois qu'on a la mesure de la ligne de base et des angles du triangle, on peut facilement calculer la longueur des autres côtés du triangle. Enfin, je dis facilement, moi perso j'ai fait L, donc je suis obligé de faire confiance à Picard, mais vous avez saisi le principe. L'idée de Picard, c'est de faire une carte exacte de la région parisienne, et triangle après triangle, il va y arriver. Ça va donner 7 cartes, publiées en 1674, la carte particulière des environs de Paris. C'est la toute première carte de l'histoire de la cartographie moderne. Elle est d'une précision absolument époustouflante. Regardez un peu ce que ça donne quand on la superpose à une carte moderne. Je sais pas vous, mais moi je suis époustouflé. Colbert et Louis XIV sont ravis. Ils décident de débaucher l'astronome du pape, Jean-Dominique Cassini, pour que lui et Picard puissent reproduire le système à l'échelle du pays et enfin créer une carte exacte du territoire. À l'époque, on est super doué en cartographie à toute petite échelle, celle d'une ville par exemple. Pour montrer au roi comment sont défendues ses places fortes, on crée des plans reliefs, de magnifiques maquettes à l'échelle sur lesquelles on vient représenter tout ce qui permet d'organiser le développement ou la défense d'une ville. Mais le roi, lui, il veut une carte du territoire dans son ensemble. Et pour ça, il va falloir bosser un peu. Cassini et Picard sont donc partis pour mesurer toute une flopée de triangles un peu partout dans le pays. Ça leur prend des années, et en 1793, tadam! Voici la carte de France corrigée par ordre du roi sur les observations des messieurs de l'Académie des sciences. Le coup de génie, c'est aussi d'avoir superposé cette nouvelle carte à celle du cartographe du roi Nicolas Sanson.
Encore Nicolas qui paye. Le roi se rend compte que la France est en fait bien plus petite que ce qu'il s'imaginait, notamment vers la Bretagne ou vers le sud du pays. Et il en fait d'ailleurs la remarque aux académiciens. Votre voyage ne m'a causé que de la perte. Le coup de stress quand t'as Louis XIV qui te dit ça, t'as quand même ta vie passée à mesurer des triangles qui défilent devant tes yeux, quoi. Le roi est content, il a sa carte, les géographes sont contents, ils ont leur technique. Reste que Louis XIV a 2 projets qui vont mettre cette aventure cartographique sur pause. D'abord faire la guerre, et ensuite mourir. Il va falloir attendre un peu pour que Louis XV relance l'affaire. Et qui va s'y coller? 4 générations de cartographes, tous descendants de Cassini, numérotés de 1 à 4, comme les rois de la cartographie qu'ils sont. Les Cassini vont procéder avec méthode. Cassini I avait surtout bossé avec Picard, et c'est son fils Cassini II qui va prendre la relève. Sa mission, établir et mesurer tout un réseau de triangles à l'échelle du pays pour créer la colonne vertébrale de la carte. Le temps de mesurer des centaines de triangles, et en 1744, la carte est prête. On y reconnaît parfaitement la silhouette de la France, et regardez, dessus on voit tous les triangles qui ont servi à la créer. La matrice de notre carte de France moderne est maintenant terminée. Louis XV est enchanté. Je suis enchanté. Il peut enfin voir tout son territoire d'un seul coup d'œil, de manière exacte et sur un seul document. Mais ce qu'il aimerait vraiment, c'est pouvoir zoomer dedans. Comme Cassini II en a eu marre de mesurer des triangles et a lâché l'affaire en 1740, c'est son fils Cassini III qui va se coller à la plus grande entreprise de cartographie de toute l'histoire, la cartographie d'un pays entier à une échelle fine, disons la même que sur la toute première carte des environs de Paris. Tout ça coûte très cher et les caisses sont vides. Alors Cassini III a une idée follement 2019, faire un crowdfunding. Comme Kiss Kiss Bang Bang n'existe pas encore, il crée la Société de la Carte de France avec une 50aine d'actionnaires qui versent chacun 1600 livres par an. En retour, ils obtiennent une part sur les recettes des ventes et 2 exemplaires de chaque carte produite. Parmi les actionnaires les plus prestigieux, on trouve Madame de Pompadour, la maîtresse du roi. Mais là, pour le coup, c'est un travail titanesque qui va prendre en gros 70 ans. On découpe le territoire en 180 petits carreaux et on se met à cartographier comme des fous. Regardez, je vous en montre une un peu au hasard, celle de Beauvais, publiée en 1751. Regardez-moi cette beauté cartographique, la rigueur de ses tracés et la finesse de ses trames. J'en ai presque les genoux qui tremblent. On continue à cartographier pendant tout le règne de Louis XV jusqu'à la Révolution française et au règne de Napoléon. Et un beau jour de 1815, paf, on imprime la dernière feuille. C'est la toute première entreprise de cartographie scientifique d'État. La production d'un document géographique exact commandé par le pouvoir et réalisé par des scientifiques. C'est exactement la mission de l'IGN aujourd'hui. Ce que ça nous montre aussi, c'est la nécessité pour le pouvoir de cartographier son propre territoire et d'être maître de ses cartes. Une fois que les Cassini ont fini leur boulot, la cartographie française va passer dans le giron des militaires et elle va y rester un bon moment. Du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'âge d'or de ce qu'on appelle la carte d'état-major qui va devenir le standard cartographique de la France pendant en gros un siècle. Voilà à quoi ça ressemble, vous voyez qu'on est de plus en plus sur une carte moderne telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Tout le territoire est cartographié une nouvelle fois, et si vous allez sur le site de l'IGN, vous pouvez voir une carte composite de la France créée à partir de toutes les cartes d'état-major. On peut même la voir en 3D projetée sur le relief, c'est vraiment de la belle ouvrage. Que ce soit géré par l'armée ou par les scientifiques, il faut bien garder en tête que la cartographie est et a toujours été un enjeu national. Et en 1940, on décide de repasser des militaires aux scientifiques en créant l'Institut géographique national. L'IGN. C'est la création d'un véritable service public de la cartographie qui est toujours aux manettes de la production de cartes en France aujourd'hui. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que l'impératif cartographique est toujours le même aujourd'hui. Il faut que la France soit maîtresse de ses cartes. Que ce soit Picard, les Cassini ou les militaires, les responsables de la cartographie du territoire français se sont toujours succédés avec cette même idée en tête. Et cette longue lignée de responsables de la cartographie française, vous savez à qui elle aboutit aujourd'hui? À Sébastien. Sébastien Soriano est le directeur de l'IGN et donc le boss de la cartographie en France. Quand je me présente et que je dis bonjour, je travaille à l'IGN, je dis c'est l'institut qui fait les cartes de la France. Et dès qu'il est arrivé, je l'ai trollé avec la question qui fâche. Est-ce que pour venir ici, vous êtes venu grâce à Google Maps? Non. Pour le citoyen moyen, j'ai bien peur que la carte de base ce soit celle de Google.
Que ce soit en voiture avec la solution Waze ou juste pour se déplacer dans une ville, les gens sortent rarement une carte IGN et dégainent plutôt leur smartphone avec Google Maps. Donc j'ai posé la question à Sébastien. Quel intérêt y a-t-il pour l'IGN à continuer à produire ses propres cartes? Disons qu'il y a un enjeu qui est de posséder sa propre carte. C'est-à-dire que si demain Google éteint tous ses systèmes, tout le monde devient aveugle et il n'y a plus de cartographie. Donc tout pays doit disposer de manière, on dit souveraine, de sa propre cartographie pour pouvoir comprendre son territoire, le lire, et puis pour pouvoir placer des infrastructures, suivre l'évolution des populations. Disposer de ses propres cartes pour un État, c'est donc un enjeu de souveraineté très fort. Louis XIV et Colbert l'avaient déjà compris, et c'est la même chose aujourd'hui. L'enjeu, c'est d'être indépendant des autres pays et de leur technologie. On ne peut pas abdiquer la cartographie de notre territoire à une entreprise comme Google qui n'est même pas française. Ce serait un risque bien trop gros. C'est plus qu'un risque, ce serait un abandon de souveraineté. C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'il y aurait un risque à abandonner l'euro au bénéfice du Bitcoin, quoi. C'est la même chose. C'est que ce sont des instruments qui nous permettent d'être souverains, de faire nos choix pour nos territoires. Aujourd'hui, pour créer une carte, on ne mesure plus de triangles sur le terrain comme à l'époque de Cassini. On utilise plutôt l'imagerie aérienne et satellite. Et cette nouvelle technologie, il faut aussi être souverain dessus. Il n'y a pas d'intérêt à créer notre propre carte si c'est pour la réaliser avec les satellites des Américains. Donc l'IGN possède sa propre flotte d'avions. C'est modeste, on a 3 avions, mais c'est important parce que ça veut dire que c'est nous qui décidons effectivement de nos vols. C'est important pour les armées. Les armées utilisent des cartographies qui sont faites par l'IGN grâce à ces vues aériennes. Donc là, on est en maîtrise. Ok, et pour les satellites, c'est pareil? On utilise la vue satellite, mais aujourd'hui comme un complément. Par ailleurs, on a, en termes de satellites, des satellites européens. On a par exemple une constellation qui s'appelle Pléiade Neo, qui a été déployée par Airbus. Et une fois que toutes ces cartes sont faites, j'espère qu'on ne les stocke pas dans les data centers d'Amazon. Ça, c'est maintenant supporté par un opérateur qui est OVH Cloud, qui est un acteur français. Et donc les données sont hébergées chez OVH Cloud avec là aussi un certain nombre de systèmes de résilience. Donc on peut dire quand même qu'on est résilient sur toute la chaîne. Maintenant qu'on sait tout ça, je sais pas vous, mais moi j'ai bien envie de savoir comment on les fabrique ces cartes. Comment on les imprime, qui les achète, bref, comment on fait pour imprimer des cartes papier en France en 2026. Pour répondre à ces questions, est-ce qu'on n'irait pas se visiter un endroit fantastique, une sorte de Disneyland de la cartographie? Alors je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce plan carte consacré à l'IGN et à l'histoire de la cartographie en France. Restez connectés, notamment si vous avez envie de me voir fouiller dans les poubelles de l'IGN pour y récupérer de belles chutes de cartes. Non, me filme pas en train de faire les poubelles, s'il te plaît. Non, c'est pour le travail. C'est marrant parce qu'en venant ici, je pensais que ça allait pas du tout me plaire, mais en fait je m'étais trompé. J'adore. Il y a vraiment des cartes partout. Regardez les cartes, les cartes, les cartes.